Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Alors pour Politique à la ferme, pour cette première émission de Politique à la ferme, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Conseil régional d'Île-de-France et juste en face de vous, Jean-Pierre Dubré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du syndicat betteravier d'Île-de-France, donc on reste vraiment bien dans la région. Et Jean-François Isambert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes administrateur d'une coopérative qui s'appelle Accéréal, et puis aussi vous faites partie de COP de France et l'Île-de-France pour Accéréal, c'est important. Très important. Puisque vous allez dans la région. C'est une région très importante parce qu'on y collecte, on est dans une région qui est pour moitié agricole. Et dans cette région pour moitié agricole, les céréales représentent 2/3 de ce qu'on collecte. Et à l'intérieur de ça, les coopératives en collectent la plus grande partie. Donc effectivement, c'est important. Alors, Valérie Pécresse, vous circulez dans les allées, vous allez à la rencontre des agriculteurs, vous savez que l'agriculture va mal. Aujourd'hui, quel constat faites-vous? D'abord, il y a le constat national et puis il y a le constat régional. Alors le constat national, malheureusement, c'est que l'agriculture n'est pas à la fête et c'est que la réforme de la PAC a été menée, j'allais dire, au détriment des agriculteurs français et ça se ressent, y compris parce que nous n'avons pas su réfléchir à la baisse des charges et à la simplification des normes. Donc il y a un ensemble de réformes qu'il faut mener si on veut rendre l'agriculture française plus compétitive. Alors la situation de l'Île-de-France est un peu spécifique parce que nous sommes une région qui a été très longtemps très prospère, céréalière, avec des rendements exceptionnels. On a été le grenier à céréales de la France, mais aujourd'hui on est quand même confronté à des difficultés. Et pour moi, l'objectif, c'est d'agir sur l'investissement pour faire de l'Île-de-France une région qui soit compétitive et qui soit aussi très innovante. On doit pouvoir, les agriculteurs sont des entrepreneurs et on doit pouvoir les aider à tirer davantage de profit de leurs fermes, que ce soit avec des énergies renouvelables, que ce soit avec des matériaux agrosourcés ou que ce soit en diversification, en faisant de l'approvisionnement local et des circuits courts. Jean-Pierre Dubré, la compétitivité, c'est le mot que vous avez prononcé. Effectivement, pour vous, c'est important. En 2017, vous avez un véritable défi de compétitivité pour la filière betterave. Effectivement, bon, s'il y avait seulement le défi de compétitivité, on serait heureux puisque nous avons mis en place il y a quelques années, par l'intermédiaire des enveloppes financières d'investissement du temps du président Sarkozy, une recherche approfondie de l'évolution de la plante de la betterave, associée à l'INRA, associée à un sélectionneur et associée à l'Institut technique betteravier. Cela a démarré il y a 4-5 ans. Je vous passe les détails parce que je ne suis pas sélectionneur moi-même, donc je n'ai pas rentré dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que l'évolution est beaucoup plus que positive. Et l'objectif de croissance, c'est de doubler la croissance annuelle de cette plante qui s'appelle la betterave et qu'on aime tous, puisque maintenant on a une superbe représentante, Miss Better, que tout le monde connaît, j'espère. Alors, Jean-Pierre Dubré, vous êtes au cœur de l'actualité, parce que vous aviez un système avec de la régulation, c'est-à-dire qu'entre producteurs, vous aviez construit un système de quotas. C'est justement cette régulation qui est demandée. L'Union européenne a dit non, non, pas question d'organisation de producteurs. Et aujourd'hui, vous allez tomber dans un prix mondial? Alors, sur cette dérégulation et le changement de réglementation, on rejoint la philosophie de la Commission européenne, c'est le libéralisme à tout craint. Alors le libéralisme, on peut se préparer par la productivité, certes, mais aussi, il nous faut aussi se préparer par des règles communes. Des règles communes, alors je peux vous dire que pour l'instant c'est très mal parti, dans la mesure où certains pays, des pays un peu moins compétitifs, commencent à avoir des aides nationales. Donc c'est un mi-libéralisme, hein, c'est-à-dire qu'on se dit libéral, débrouillez-vous avec ça, mais on détricote un peu la PAC existante pour redonner des possibilités ou un potentiel à chaque pays pour conserver, entre guillemets, son agriculture, qu'elle soit productive ou pas. Le gros problème, on le voit actuellement dans le lait, on le voit dans toutes les productions, quand il n'y a plus de régulation, et je ne parle pas que de l'agriculture,
Mais s'il n'y a vraiment plus de régulation, un illustre personnage disait, entre guillemets, bah, c'est la chienlit. Et on y arrive. Valérie Pécresse, pour vous, la compétitivité, c'est l'allègement des charges ou les prix au travers d'une régulation? La compétitivité, ça passe par l'allègement des charges. Quand j'étais ministre, j'avais fait adopter des projets d'allègement de charges ciblés sur l'emploi agricole. Malheureusement, Bruxelles les a refusés. Donc aujourd'hui, il faut faire des baisses de charges pour tout le monde. Et c'est un sujet qui sera un sujet de la prochaine présidentielle. Mais moi, à court terme, je vais augmenter de 73% les budgets d'investissement agricole l'année prochaine, 73% des crédits qui seront destinés à l'investissement et à la compétitivité des exploitations. Donc l'investissement et la compétitivité, ça veut dire aussi diversification. Ça veut dire aussi aider à porter des projets qui ne soient pas seulement des projets, j'allais dire les projets d'habitude, mais des nouveaux projets. Et ça veut dire aussi approvisionner en produits locaux les cantines des collèges et des lycées. Nous avons un programme expérimental avec le département de Seine-et-Marne qui va se mettre en place dès l'année prochaine. On veut recréer des filières entières en Île-de-France en circuit court. Et ça donnera aussi de la compétitivité aux exploitations. Jean-François Isambert, qu'est-ce que vous attendez de votre nouvelle présidente de région? Ce qu'on peut attendre, c'est qu'elle nous écoute et qu'elle nous entende, ce qu'elle fait aujourd'hui. Par ailleurs, enfin, en matière de compétitivité, une première chose, c'est qu'on constate aujourd'hui au niveau européen qu'on a 28 politiques qui sont aujourd'hui renationalisées. Et ce qu'on attend, alors au niveau européen, c'est d'avoir une véritable politique agricole commune qui limite les distorsions de concurrence. Ensuite, à propos de circuits courts, moi j'aimerais bien parler aussi de circuits de proximité, parce que cette grande région agricole, elle est riche aussi d'outils de transformation, puisqu'on est la première région meunière de France, et que quand on parle de proximité, c'est la proximité entre l'agriculteur, la meunerie, et la meunerie et son circuit de boulanger, puisqu'on a 4 ou 5 000 boulangeries en Île-de-France, et je trouve que c'est une grande chance pour cette région. Mais c'est important qu'on raisonne en logique de filière. On manque d'abattoirs, on a fermé beaucoup de laiteries. Allez-y. Et on a un vrai sujet là-dessus, c'est-à-dire recréer des filières entières. Parce qu'une fois que nos produits partent dans des régions éloignées, on ne sait plus où ils atterrissent. Donc on a un vrai sujet. Et puis, j'ajoute qu'on a un projet qui est la Cité de la gastronomie à Rungis, qui est un projet qui est bloqué, qui patauge depuis des années. Ce projet de Cité de la gastronomie, c'est un projet avec des métiers derrière, des métiers de la transformation des produits qui nous permettraient d'avoir beaucoup plus de commerce de bouche, de proximité en Île-de-France. Donc il faut raisonner en filière. Filière agricole, filière agroalimentaire, et puis il faut raisonner aussi en termes d'export. Moi, ce qui me frappe, c'est que le président de région n'est pas suffisamment le promoteur du Made en Île-de-France. On a le Servia, qui est un outil qui n'a aujourd'hui pas la taille critique pour aller vendre les produits de la région à l'étranger, à l'export. Peut-être qu'il faut s'allier aussi avec d'autres régions limitrophes. Je parlais avec les Normands, je parlais avec la région Centre. On a aujourd'hui des produits qu'on peut vendre ensemble à l'étranger. Et je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus conquérant. Moi, je ne me résigne pas à ce que les Allemands aient un excédent agroalimentaire supérieur au nôtre. Enfin, cuisine allemande, cuisine française, bon voilà, c'est pas normal que les exportations soient inverses. En 2015 et surtout en 2016, on va beaucoup parler de l'agriculture urbaine. Et moi, j'ai l'impression que l'agriculture urbaine, et à Paris, il y a plein de projets dans la communauté, enfin dans l'agglomération parisienne, et j'ai l'impression qu'on met de côté les agriculteurs, alors qu'il y a justement, en période difficile, l'occasion d'associer le monde agricole et non pas de faire de l'agriculture urbaine de bobos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faut reverdir les villes. C'est un énorme enjeu pour la région Île-de-France. On a des villes minérales dans lesquelles, vous savez, quand il y a une canicule, les enfants cassent les bouches à incendie pour avoir de l'eau. Ils n'ont pas d'ombre, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de verre. Donc le sujet du verdissement et de l'agriculture urbaine est un sujet majeur et on le mettra au cœur de notre projet urbain. Maintenant, attention, ça peut devenir aussi du gadget. Donc le sujet, c'est qu'il faut vraiment qu'on mette la ferme au cœur de l'identité de l'Île-de-France. Je recevais hier les promoteurs d'un grand projet qui fait beaucoup parler en Île-de-France, qui est Europa City. Dans le projet Europa City qui doit se faire sur les friches et les terres agricoles du triangle de Gonesse, les deux, il y a un projet de ferme urbaine. Est-ce que ce projet associera les agriculteurs? Comment est-ce qu'on le fera? C'est évident qu'on ne peut pas imaginer de faire des vraies fermes urbaines sans y associer le monde agricole. Sinon, en réalité, ce serait, j'allais dire, comme aller au zoo ou comme aller dans un musée. Vous voyez, donc ce n'est pas du tout l'objectif.
Messieurs les représentants du monde agricole, vous êtes partants, peut-être demain il y aura des services à vendre, de la formation. C'est quand même vous qui savez faire de l'agriculture. Alors sur ce, je voudrais revenir un petit peu en arrière, mais Allez-y. Valérie a toujours anticipé cette démarche-là. On parle d'Europe. On a une agriculture francilienne avec une mixité d'agriculture, c'est-à-dire une agriculture de proximité, de la grande culture. Mais cette grande culture, elle ne s'arrête pas à la frontière de la région Île-de-France, surtout pour les industries de transformation. Et moi, je suis très heureux qu'il y ait cette association des régions de France, où il ne faut pas que ça soit qu'un nom, et vraiment des communications systématiques entre régions pour justement adosser à ces discussions au niveau de l'agriculture, puisque l'Île-de-France, effectivement, 50% du territoire est agricole, mais avec, à part, je parle pour ma paroisse, deux industries sucrières, mais toutes les industries de transformation à l'extérieur du territoire. Donc il y a un maillage à faire et un relationnel à promouvoir entre régions pour que vive l'agriculture de l'Île-de-France, qu'elle rende beaucoup de services à l'Île-de-France, mais qu'elle puisse vivre aussi de ses produits transformés, je dirais, en frontières régionales, hors frontières régionales. L'Île-de-France, c'est la voiture et vous avez une véritable actualité sur le salon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je crois que l'inauguration officielle, c'est plutôt en cours de semaine, c'est ça? Bah écoutez, effectivement, le bioéthanol, on en parle. J'ai l'impression qu'on en parlait déjà à l'année de ma communion, mais ça avance tout doucement. Les demandes sont celles-ci. C'est bon, la promotion de l'éthanol est faite tous les jours. Mais ce que je remarque, quand même, quelque part, c'est qu'on a quand même 68 stations en Île-de-France. C'est pas assez. C'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez? Parce qu'on a de plus en plus de mélanges sauvages. Vous montez avec un chauffeur de taxi qui roule à l'essence. 8 sur 10 vous dit qu'il fait des mélanges 50-50 entre E85 et essence. Et ça marche. Nous demandons juste la mise en place de boîtiers flex fuel pour officialiser. Mais quand vous avez, à l'heure actuelle, même avec un baril à $30, des stations E85 avec un prix du litre entre 45 et 55 centimes le litre, je pense que nos concitoyens ne doivent pas être insensibles à cela, d'où les mélanges sauvages. Valérie Pécresse, plus de stations de biocarburant en Île-de-France, pourquoi pas? Alors, il ne faut évidemment pas renoncer, parce que le pétrole est bas, à développer des filières d'énergie renouvelable. C'est absolument indispensable, parce qu'on sait qu'à terme, les énergies fossiles ne constitueront pas la réponse unique. Et en plus, nous devons avoir plus d'indépendance énergétique. Donc la question de l'indépendance énergétique, elle est cruciale pour nous. Donc on va continuer à développer toutes les filières d'énergie renouvelable agro-sourcées. Il y a le bioéthanol, bien sûr, mais moi, je pense aussi au gaz et au biogaz. Et je pense aussi à ce plan méthanisation qu'on attend depuis des années, dont on attend la concrétisation. Il y a aujourd'hui beaucoup de projets. Alors pour les études, on est très très fort. Étudier les projets, évaluer les projets, là on est très très fort. Pour les concrétiser, on est un tout petit peu moins fort. Donc le sujet, c'est évidemment toujours les normes, toujours la suradministration, toujours la difficulté aussi d'investir. Donc moi, je parlerai d'investissement et de simplification. Simplification, pour vous, c'est un mot important? Bien sûr que c'est un mot très important, mais je voudrais revenir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, les coopératives, enfin, on accompagne les céréaliers qui sont en grande difficulté pour certains. Et c'est vrai qu'on perçoit moins cette difficulté parce que, sans doute mieux organisé, parce qu'au printemps, chaque année, quand des céréaliers ont des difficultés, les coopératives seront là aussi pour les accompagner et leur permettre d'aller jusqu'à la moisson. C'est ce qu'on a vu l'année dernière. Mais cette résistivité du monde céréalier, elle est en train de s'harmoniser dans les temps qui viennent. Je veux dire sur un autre point. Grande région céréalière, effectivement. D'un côté, grande région meunière, première région meunière. L'export. On ne parle pas suffisamment de la Seine qui nous traverse. Et cette Seine, justement, puisqu'on parle d'environnement, de qualité, c'est aussi un moyen d'acheminer nos céréales vers les ports et vers notamment les pays méditerranéens. Donc c'est quelque chose d'important. Alors sur la Seine, ma priorité, c'est de soutenir le projet Seine Grand Gabarit. Parce que c'est un projet qui, paradoxalement, a été bloqué par les Verts, en Seine-et-Marne.
Alors que c'est un projet qui va sortir des poids lourds de nos routes et qui va permettre d'acheminer, et notamment des céréales, d'acheminer des céréales de manière, j'allais dire, indolore pour l'environnement, beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher. Donc on parle de compétitivité, on parle d'investissement et on parle aussi d'environnement. Les trois ne sont pas contradictoires. Et finalement, on fait beaucoup d'idéologie sur l'environnement et on fait très peu de pragmatisme. Donc moi, j'aimerais qu'on sorte des poids lourds de nos routes, et notamment de nos routes départementales et nationales en Ile-de-France, et j'aimerais qu'on rende plus compétitives les filières de transport des grains. Toute dernière question, parce que nous sommes déjà au terme de cette émission. Alors on le sait, il y a un début de polémique sur le fait que l'Institut AgroParisTech, le patrimoine de l'agronomie, donc qui se trouve notamment dans le château de Grignon, risque de finir entre les mains des Qataris et du PSG. Quelle est votre position là-dessus ? D'abord, il est absolument crucial que nous bâtissions sur le plateau de Saclay notre futur, j'allais dire notre futur MIT, notre futur Stanford. Et sur le plateau de Saclay, nous devons avoir l'agronomie. C'est absolument indispensable parce que l'ingénierie de demain, elle se fera, j'allais dire, dans une biologie qui sera intégrative, une biologie qui utilisera à la fois l'animal, le végétal, l'humain et l'informatique. Et ça se fera à Saclay, pas à Grignon. Il faut regrouper nos forces. Donc l'important, moi je crois à ce projet du plateau de Saclay, j'y crois tellement que j'ai décidé d'en prendre personnellement la présidence de l'établissement public d'aménagement du plateau de Saclay, pour en faire le moteur de la croissance et de l'innovation francilienne. Donc je dis à Grignon, il faut venir à Saclay. Alors après, il y a l'avenir de ce merveilleux centre, il faut lui trouver un avenir. Mais c'est un autre sujet. Et la question de cet avenir de Grignon, il se décide en lien avec le territoire, en lien avec les agriculteurs. Mais je mets en garde aussi qu'on ne se retrouve pas finalement avec une friche qu'on ne saura pas valoriser, qu'on ne saura pas vendre. Donc il va falloir qu'on trouve un beau projet pour Grignon une fois que AgroParisTech sera sur Saclay. Mais il faut aller de l'avant et il faut aussi préserver évidemment la richesse et la beauté de nos espaces agricoles. Vous savez que je suis vice-présidente d'un parc naturel régional. Donc ces questions de la beauté de nos paysages me tiennent particulièrement à cœur. Jean-François Isambert, Jean-Pierre Dubré, merci beaucoup. Valérie Pécresse, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.